j'espère que cette session qui est enregistrée pourra être visualisée par les autres personnes qui voudraient bien en profiter, mais qui n'ont malheureusement pas pu être ici avec nous dans ce moment. Donc, j'aimerais remercier toutes les personnes qui sont présentes aujourd'hui, remercier l'initiative de la semaine globale et locale de l'évaluation. J'aimerais remercier aussi l'Association sénégalaise de l'évaluation pour ces opportunités de partager des informations et partager des expériences. Et j'aimerais remercier particulièrement Lamine qui m'a beaucoup soutenue et M. Ian Hopwood qui m'encourage beaucoup. Donc, l'agenda pour aujourd'hui se présente comme vous pouvez le visualiser. Donc, il y aura une présentation d'à peu près 30 minutes, une ouverture pour des questions et une discussion finale avant de clôturer la session. Nous serons un peu flexibles sur la présentation. La présentation, elle est un peu flexible. Et si vous avez des questions, je vous encourage à les écrire dans la partie chat box. Je pourrai visualiser les questions en même temps que je fais la présentation. Mais pour ce qui est une discussion et des questions à l'oral, je demande que tout cela puisse être réservé vers la fin de la présentation, donc à partir de 16h35, si on reste dans le temps un peu. J'espère que ces normes peuvent être respectées et sans trop tarder, j'aimerais bien commencer. Donc, merci à tout le monde d'être présent. Donc, aujourd'hui, la présentation, ça sera sur une expérience que j'ai eue à développer la capacité de la pensée évaluative avec des adolescents ici au Sénégal. Donc, je me présente Roubia Toukan. Pour ceux ou celles qui ne me connaissent pas, je suis enseignante au niveau d'une école bilingue ici à Dakar, the Senegalese American Bilingual School, et je suis évaluatrice émergente. Depuis 3 ans, je travaille avec des jeunes, des adolescents entre 15 et 19 ans, lors de leurs dernières années de lycée dans le programme américain de l'école bilingue dans laquelle je travaille. Et on développe différentes compétences, notamment la pensée évaluative, qui les pousse à faire un travail de recherche individuelle ou un travail de recherche indépendante. Je suis aussi une membre de l'Association sénégalaise d'évaluation et co-coordinatrice du groupe thématique évaluation enfance-jeunesse. Donc, cela ramène ça rassemble tous mes intérêts en un. Donc, je me présente ainsi. Donc, pour expliquer un peu le contexte de cette expérience, en revenant des États-Unis en 2017, après avoir fini mes études, j'ai rejoint l'Association sénégalaise d'évaluation pour m'imprégner dans le monde professionnel et avoir une communauté d'experts qui peuvent m'aider dans mon intérêt dans l'évaluation. Donc, en tant qu'évaluatrice émergente, j'ai rejoint le Sénéval et j'ai pu bénéficier de plusieurs activités, des séminaires, des formations, notamment celle de Susan Igras et celle de Monica Ruiz Casares, qui ont beaucoup parlé sur l'engagement des enfants, des jeunes dans l'évaluation et dans la recherche. Ces activités m'ont permis d'avoir une meilleure compréhension de l'évaluation et aussi de faire un rapprochement entre ce que j'étais en train de faire à l'école, donc mon travail pratique, et ce que j'étais en train d'apprendre dans le cadre du Sénégal. Et c'est avec cela que, dans mon travail avec l'école bilingue sénégalaise américaine, que j'ai pu développer un cours qui met en œuvre la pratique ou le développement de capacités de pensée évaluative. Donc, c'est un peu pour expliquer le contexte de mon travail. Ceci tombe sous la tutelle du programme à l'école bilingue qui s'appelle le AP Capstone. C'est un programme sur 2 ans qui travaille spécifiquement sur le développement de la pensée critique et du coup de la pensée évaluative, et j'en discuterai un peu plus, et aussi qui amène les jeunes à faire un travail de recherche indépendant de niveau universitaire. Donc, j'expliquerai un peu le programme et cela vous permettra d'avoir une compréhension
du lien qui existe entre la pensée évaluative et son application dans un cadre scolaire, dont l'expérience que j'ai eue. Donc, le programme est basé sur un modèle qui s'appelle Quest. J'aimerais préciser que j'ai des diapositives qui sont en anglais, mais ma présentation sera en français. Donc, si vous avez des questions de clarification, n'hésitez pas à me les poser. Donc, je vais expliquer un peu ce cadre qui est à la base du programme du Capstone. C'est un cadre qui s'appelle Quest. Le Q, c'est Question and Explore. Donc, amener les jeunes ou les élèves à poser beaucoup de questions et à être aventurieux, à être curieux de ce qui se passe autour d'eux. Donc, ça, c'est le premier modèle. Le deuxième modèle, c'est le deuxième module dans ce cadre, c'est Understand and Analyze. Donc, amener les jeunes ou les élèves à avoir une meilleure compréhension et à avoir une meilleure pratique de l'analyse de différentes situations ou différentes problématiques ou différents arguments auxquels ils font face. La troisième, c'est Evaluate Multiple Perspectives. Ceci est très important dans l'évaluation parce que ça permet de prendre plusieurs perspectives en compte face à un tel problème. Donc, comprendre qu'une problématique ne se comprend pas seulement du point de vue d'une personne, mais de plusieurs personnes, de plusieurs institutions et de différentes manières, que ce soit politique, économique, historiquement. Il y a différents moyens de comprendre certaines problématiques. Le quatrième module, c'est Synthesize Ideas, donc pouvoir faire une synthèse des idées. Non seulement cela pousse l'enfant ou le jeune ou l'élève à rassembler de l'information, mais aussi d'y apporter sa propre voix, d'y apporter sa propre perspective. Ceci est très important quand on fait le travail d'une évaluation et du coup, quand on développe cette capacité de pensée évaluative. Et dernièrement, ce cadre nous permet de renforcer un travail d'équipe et aussi de renforcer les capacités des jeunes et des élèves à pouvoir transmettre cette information et de la partager, que ce soit à l'écrit ou à l'oral. Donc, ceci est le cadre qui englobe vraiment tous les principes du travail que je fais, qui est très rapproché avec la pensée évaluative. Donc, la première année, c'est un travail qui se fait sur 2 ans. La première année, vous pouvez voir qu'ils font un travail sur des problèmes réels de différentes perspectives. Ils font une analyse des informations et ils apprennent à écrire. Donc, c'est un programme qui les permet vraiment à argumenter, que ce soit à l'écrit, mais aussi à l'oral. Et c'est un travail qui se fait indépendamment, mais aussi en groupe. Ils sont évalués, bien sûr, à la fin de l'année parce que c'est un programme scolaire. La deuxième année, une fois qu'ils auront emmagasiné des capacités de réflexion, de pensée évaluative, d'argumentation et une meilleure maîtrise d'informations crédibles ou importantes, ils peuvent maintenant s'engager dans un projet de recherche individuel où ils utilisent différentes méthodes de recherche, dont certains choisissent de faire des évaluations. Donc, j'ai eu certains élèves l'année dernière qui ont fait une évaluation, cette année aussi qui ont fait une évaluation, comme leur outil de recherche, leur méthode de recherche, je devrais dire. Donc, pour cela, ils écrivent un papier d'à peu près 20 pages, donc 4 à 5 000 mots, un papier scientifique qu'ils rédigent et il y a aussi une présentation à la fin de l'année. Comme c'est un programme scolaire, tout ceci est évalué. Comment est-ce que cela est-il en lien? Quel est le lien entre le travail là et la pensée évaluative? Donc, d'après mes recherches sur la pensée évaluative, j'ai aussi, à travers Sénéval, eu l'opportunité de rencontrer M. Tom Archibald, qui est une des personnes qui pousse cette réflexion sur la pensée évaluative. On peut définir la pensée évaluative dans un cadre qui rapproche la science cognitive, donc les sciences cognitives et de l'éducation. Donc, c'est un peu ce qui rallie les deux ensemble. Et on peut voir que la pensée évaluative
à un deuxième niveau est un mélange entre la métacognition, donc comment mieux comprendre les choses, et critical thinking, ce qui est la pensée critique qui ramène vraiment à questionner. Donc la pensée évaluative fait un rapprochement de ces deux domaines-là et de ces deux approches-là. Pour la simplifier un peu plus, la pensée évaluative, elle est comprise comme un processus cognitif. Donc, c'est un processus de compréhension qui est motivé par une certaine curiosité, mais surtout une valeur dans les évidences. Et les évidences, ce sont les preuves. Et les preuves tout cela inclut 4 éléments, dont la première, c'est l'identification des suppositions. Donc, se poser des questions par rapport aux idées qu'on a déjà et comment nous amener à penser différemment. La deuxième, c'est de poser des questions qui sont bien réfléchies. Donc, poser des questions qui vont vraiment creuser en profondeur par rapport aux problématiques auxquelles on fait face. La troisième, c'est de poursuivre une meilleure compréhension à travers une réflexion et à travers la prise de différentes perspectives. Donc ici, vous commencez à voir le lien un peu entre le programme que j'ai présenté et la définition elle-même de la pensée évaluative. Et quatrièmement, le quatrième élément de la pensée évaluative, c'est de pouvoir prendre des décisions qui sont basées sur des évidences ou pour préparer une meilleure action. Donc, ces 4 éléments-là qui forment la pensée évaluative sont développés à travers le programme et l'expérience que j'ai eu à faire ici au Sénégal avec des adolescents. Okay. Donc, il y a différents indicateurs identifiés par Archibald et Buckley sur la pensée évaluative, dont j'en ai cité un peu avant. Donc, poser des questions, pouvoir décrire et illustrer la pensée ou le processus de pensée, pouvoir s'engager dans une meilleure compréhension, donc aller vraiment en profondeur en termes des problématiques qui sont recherchées, pouvoir exprimer une vraie valeur et une vraie croyance dans la valeur de l'évaluation. Donc, c'est de là qu'on en ressort l'apprentissage, comment on fait une évaluation pour en apprendre quelque chose, en tirer des leçons pour les appliquer ailleurs. Cinquièmement, chercher des alternatives. Donc, si on comprend une problématique d'une manière, comment on peut la comprendre d'une manière? Ou si on a une solution, est-ce qu'il n'y a pas d'autres solutions qui sont mieux adaptées? Et sixièmement, l'identification des suppositions, ce qui est très important, surtout quand on est conscient qu'on a des biais en nous par rapport à la personne qu'on est, par rapport aux expériences qu'on a, par rapport à ce qu'on voit, ce qu'on comprend. Les êtres humains ont des biais et souvent en se posant des questions, en posant des questions sur les situations auxquelles on fait face, on arrive à surmonter certains de ces défis-là pour avoir une meilleure compréhension. Donc, tous ces indicateurs-là sont des indicateurs de la pensée évaluative qui, en résumé, est un processus de cognition qui nous permet de vraiment valoriser les évidences pour nous amener à pousser des actions qui sont mieux réfléchies et des actions qui sont basées sur des résultats. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours les écrire dans la chat box et je pourrai les adresser en continuant la présentation. Donc, rapidement, comment j'ai eu à faire la mise en œuvre de la pensée évaluative dans l'éducation. Donc, l'application de cette pensée évaluative était basée sur le programme que j'ai expliqué un peu plus tôt à l'école sénégalaise américaine bilingue ici à Dakar même. C'est un curricula qui a été
qui a été créé spécifiquement pour engager les jeunes et avoir une forme d'apprentissage par l'expérience. C'est un curriculum qui adresse les différents sujets dans le développement durable et qui est adapté à un modèle socio-écologique qui est basé sur ce développement des compétences du Quest Model, ce qui est le modèle pédagogique pour le programme. Et à travers cette expérience, j'ai pu réaliser que à travers cette expérience, j'ai pu réaliser que c'est un moyen très innovatif de développer la pensée évaluative avec des adolescents. Donc, je partagerai l'approche que j'ai utilisée pour faire ce travail. Donc, j'ai parlé un peu plus tôt du développement de ce modèle socio-écologique. C'est l'approche qui a été utilisée pour développer ce cours. Donc, la première couche, c'est la couche individuelle, ce qui va de l'enfant lui-même. Donc, dans cette couche, on a pu regarder différents sujets liés au développement durable et on a commencé par l'identité. Donc, connaître soi-même et avoir une appréciation des jeunes autour de nous qui ont des effets positifs dans la communauté. La deuxième couche, c'est la couche sociale. Et avec cette couche, on a pu faire une exploration des problèmes sociaux et environnementaux et économiques aux alentours de nous. Donc, on a utilisé Dakar comme notre communauté pour faire une exploration de ces problématiques-là. La troisième, c'est la couche environnementale et la quatrième, c'est la couche politique et des conventions. Donc, c'est ces différents niveaux-là qui nous ont permis de vraiment développer ces capacités de pensée évaluative avec des cas réels et pratiques. Du coup, cet aspect d'apprentissage par l'expérience. Comment avons-nous réalisé ce travail? Je vais faire une revue de l'approche du cours et présenter des exemples que vous pouvez utiliser si vous voulez développer la pensée évaluative avec des adolescents. Donc, nous avons commencé avec ce cadre-là pour le cours. Ça se fait en 2 semestres. Il y a différents modules qui sont couverts. Je ne pense pas que je vais trop m'appuyer sur cela. Mais le cours se nomme Sustainable Development and Me. C'est un cours qu'on fait en anglais. Donc, en français, cela se traduit le développement durable et moi. Et la première chose qu'on fait, c'est on parle de l'identité. Et cela est très important, je trouve, pour donner pour faire un rapprochement entre l'enfant lui-même et l'apprentissage. Donc, comment l'enfant peut se visualiser dans son apprentissage et comment il peut amener à mieux se connaître. Cela permet plus tard à mieux poser des questions, à mieux être conscient de certaines suppositions que l'enfant peut faire et à amener à questionner d'autres par rapport aussi à leurs identités. Donc, c'est le premier travail qu'on fait. On utilise des exemples de jeunes qui sont assez braves, assez encourageants, qui ont eu à avoir de l'impact dans leur communauté, dont Malala Yousafzai et William Kamkwamba. Ce sont 2 jeunes qui amènent vraiment à motiver les élèves à travers ce travail-là. En passant de l'identité, on parle d'un problème qui les affecte tous, c'est l'éducation. Et on utilise ce thème de l'éducation pour les amener à prendre différentes perspectives. Donc, en posant les différentes problématiques liées à l'éducation, et on pourrait bien faire cette problématique par rapport à l'expérience des élèves lors du COVID-19, comment l'apprentissage se fait. Mais ils apprennent à comprendre que tout ce qui touche l'éducation ne se comprend pas que de la perspective de l'élève. Souvent, les enfants, ils pensent seulement à ce qu'ils sont en train de vivre. Donc là, on les ramène vraiment à comprendre la problématique de l'éducation du point de vue des enseignants, de l'administration, du ministère de l'Éducation, de différentes organisations qui sont des parties prenantes dans l'éducation. Et on fait un stakeholder mapping. Cela les permet vraiment de comprendre que toute problématique
inclut différentes perspectives et cela est très important dans ce développement de capacité de pensée évaluative. On avance ensuite à les pousser à questionner. Donc, ceci, c'est une image que j'ai projetée même dans tous mes cours. Chaque année, je projette cette image pour les amener à poser des questions. On pourrait se demander qui est cet enfant, où est-ce que cet enfant est, pourquoi cet enfant a des mouches sur le visage, est-ce que c'est une fille, est-ce que c'est un garçon. Et pendant 10 ou 15 minutes, les élèves doivent poser que des questions par rapport à ce qu'ils sont en train de voir. Cette activité est un cas très simple et très pratique qui les permet ensuite de la mettre en œuvre ailleurs. Donc, ils rentrent chez eux et en voyant quelque chose qui se passe, ils doivent se poser des questions. Ou en sortant quelque part, ils doivent commencer à se poser des questions. Par rapport à différentes problématiques auxquelles ils s'intéressent, ils commencent vraiment à se poser des questions. Donc, l'idée, c'est d'encourager le questionnement et je le fais souvent à travers des images d'abord parce que c'est un peu plus facile et ensuite à travers des textes et on les verra un peu plus tard. OK. Donc, on fait une étude de texte scientifique. Cela est très important, surtout quand on parle de la crédibilité d'une information. Donc, pouvoir savoir qu'on a des données ou des évidences qui sont de sources crédibles. Et à travers ce travail-là, on parlait un peu plus de l'enfance. Et l'enfance en Afrique, il y a différentes formes d'enfance. Donc, ce n'est pas que des enfants pauvres qui existent en Afrique, mais il y a des enfants de toutes les classes sociales. Et l'idée de lire certains textes, c'est de les amener à comprendre que les gens vivent des situations différemment. Et je pense que ceci est bien reflété dans le travail de Chimamanda Adichie, qui parle un peu des stéréotypes et qui dit que le problème des stéréotypes, ce n'est pas que l'information qui est donnée, elle est fausse, mais c'est qu'elle n'est pas complète. Donc, tout cela permet de développer et maintenant de faire une étude de nos communautés. Donc, à travers cela, on explore différentes parties dans le monde et une des activités qui a été très intéressante, c'est le cas des États-Unis. On parle du racisme aux États-Unis. Et avec cette activité-là, on fait une prise de perspective. Donc, c'est un projet qui a été lancé par le New York Times qui parle du racisme aux États-Unis et qui a différentes vidéos qui présentent différentes perspectives. Donc, cela aussi met en avant cette idée qu'il faut prendre les perspectives différemment. Je pense que c'est très important ou c'est très intéressant que le travail que je suis en train de faire est toujours d'actualité. Aujourd'hui, aux États-Unis, il y a une situation qui me touche personnellement et ça touche les jeunes aussi. J'ai des élèves même hier qui m'ont demandé d'avoir une discussion par rapport à ce qui se passe aux États-Unis avec le décès de George Floyd. Donc, c'est des cas, on parle de problématiques qui sont vraiment d'actualité, qui sont importantes. Et comprendre cela, c'est important de différentes perspectives. Et là, vous pouvez même voir qu'il y a la perspective d'un policier qui est blanc, la perspective d'un jeune noir qui est en train de grandir, d'une maman, d'une personne asiatique, d'une personne qui est blanche. Donc, pouvoir vraiment comprendre des problématiques complexes de différentes perspectives. Ceci est un travail qui est très important. On fait une analyse de texte aussi pour comprendre le raisonnement. Ceci est très important. Comprendre le raisonnement, comment est-ce que la personne a défendu ses idées pour les permettre de mieux argumenter et présenter les leurs. Ceci fait partie de ce travail de synthèse dont j'ai dit, il est important que le jeune puisse développer sa propre voix et puisse présenter ses informations d'une manière convaincante. Ceci est très important, surtout quand on fait une évaluation, il faut pouvoir convaincre la personne basée sur les évidences ou les résultats qui ont été recueillis. Et c'est un travail qu'on fait non seulement dans la classe, mais en dehors de la classe aussi. On trouve des moyens de les engager. Là, c'est une photo de mes élèves qui, en parlant de problèmes de genre au Sénégal et de féminisme, qui a été partagée sur les réseaux sociaux et qui a été reprise par une blogueuse africaine, Nina Salami, qui vient de publier même un livre tout récemment sur le féminisme africain, le féminisme d'une perspective d'une femme noire. Donc, vraiment les engager non seulement à l'intérieur de la salle de classe, mais de pousser cet activisme-là en dehors de la salle de classe.
Donc, ceci aussi est important. Et de les faire sortir. Donc là, c'est lors d'une sortie au musée de la femme, quand on parle des problèmes de genre au Sénégal. Et je pense que, voilà. Donc, une fois qu'on sort de cette couche sociale, on regarde un peu les problèmes environnementaux et on voit les disparités qui existent dans différentes villes, même par rapport aux différentes matières toxiques auxquelles les personnes font face, en termes de l'environnement, la propreté, en termes de l'érosion côtière aussi. On parle de différentes problématiques à Dakar et les élèves à ce moment choisissent un projet sur lequel ils travaillent en groupe et c'est une visualisation, une pensée de Dakar en 2030. Donc, je le fais chaque année avec mes élèves et il y a 4 phases. Donc, il y a un futur idéal, un futur en transition, un futur désiré, un futur non désiré, undesired, donc le plus loin possible de l'idéal, la catastrophe, et vraiment un futur wildcard, ce qui est, ça peut être vraiment n'importe quoi. Et je dirais que le COVID-19 est un wildcard future. On ne s'attendait vraiment pas à ça en 2020 et on ne saura pas ce qui peut nous attendre en 2030. Et pourquoi cette expérience de scenario planning, c'est important parce que ça ramène les jeunes à se mettre dans différentes situations. Et cette activité de se mettre dans différentes situations permet de ressortir des informations qui, avant, n'auraient pas pu être considérées. Et c'est une des activités clés que Tom Archibald recommande aussi pour développer la capacité de pensée évaluative à travers les adultes. Donc, on le fait aussi avec les jeunes. Je pense que je suis toujours dans le temps. Il me reste quelques diapositives. Donc, tout cela les amène à faire un travail de recherche, cette deuxième année surtout. Mais tout au long, ils développent les capacités de pouvoir faire de la recherche. Et avec cela, on travaille sur comment trouver une très bonne information. Donc, comment faire la distinction entre un site web qui n'est pas crédible et un site web qui est crédible. Donc, on fait différentes activités qui les permettent de reconnaître cela, parce que de nos jours, tout le monde a l'accès à l'Internet et tout le monde peut publier des informations. Mais pouvoir déceler vraiment une information qui est crédible, c'est un travail qui se développe, qui ramène les jeunes à être beaucoup plus pointus sur l'information qu'ils sont en train de recueillir, que ce soit à travers l'Internet, que ce soit en regardant la télé, à travers les réseaux sociaux. Et je pense que c'est une des capacités qu'ils développent, qu'ils apprécient le plus. Souvent, ils viennent me parler d'articles ou de vidéos qu'ils ont eu à voir, qui ont réalisé que c'était des informations fausses, où ils parlent souvent à leurs parents pour leur dire que certains messages qu'ils reçoivent sur WhatsApp ne sont pas réels. Donc, c'est des capacités qu'on peut tous en bénéficier, qu'on utilise beaucoup ici dans ce programme-là. Et pour finir, je vais présenter quelques activités qui peuvent être utilisées avec des jeunes ou des adolescents pour développer cette capacité de pensée évaluative. Ces 4 activités que vous pouvez utiliser, je vais les expliquer. Donc, la première, c'est le Socratic Seminar for Questioning and Challenging Assumptions. Ceci, c'est une activité de discussion. Les élèves peuvent avoir un texte. Ils peuvent lire le texte tous avant de venir pour la discussion. Ceci peut aussi se faire avec une vidéo. Ils peuvent visualiser la vidéo, préparer les questions qu'ils ont. Donc, c'est une discussion basée sur le questionnement. Et l'enseignant ne s'implique pas dans cette discussion. L'enseignant n'est que facilitateur par observation. Et c'est les élèves entre eux-mêmes qui doivent mener cette discussion. Elle est mesurée dans un temps précis. Souvent, quand je le fais dans une classe, je donne 20 minutes pour un premier groupe de faire une discussion. Et vous pouvez voir qu'il y a des élèves à 2 niveaux. Donc, il y a un cercle intérieur et il y a un cercle extérieur. Les élèves qui sont dans le cercle intérieur sont ceux qui sont en train de discuter ce texte-là, et ceux qui sont dans le cercle extérieur sont en train d'observer les personnes qui discutent. Cela permet
ensuite de faire un matching où les élèves se donnent des conseils par rapport à comment ils ont eu à exprimer leurs idées, comment ils ont eu à partager leurs questions, comment ils se sont engagés dans la discussion. Donc, ça les permet à mieux discuter. Et ceci, c'est un travail qui se fait beaucoup dans le développement de la pensée évaluative. Et ensuite, les groupes changent. Donc, ceux qui étaient à l'extérieur deviennent les personnes qui discutent le texte, et les personnes à l'extérieur font l'observation et donnent leurs commentaires encore. Donc ça, c'est une activité que vous pouvez faire avec des adolescents, que ce soit dans le cadre scolaire ou non. La deuxième activité que je propose, c'est une activité qui permet de faire un rapprochement de l'apprentissage. Donc, on utilise le Venn diagram souvent comme un diagramme qui permet de trouver quels sont les points en commun entre ce qu'on fait au début, au milieu et à la fin, ou quels sont les points en commun et les points qui divergent par rapport à différents personnages, par rapport à différentes idées, par rapport à différents textes ou des informations qui ont été présentées. Donc, pouvoir faire la mise en relation de différentes idées est aussi très importante pour développer différentes perspectives par rapport à une problématique. La troisième activité qu'on fait, c'est le line of reasoning for evaluating evidence and credibility. Donc, ceci, c'est souvent par rapport à un texte, que ce soit à l'écrit ou un discours à l'oral, où l'enfant doit pouvoir suivre la chaîne de raisonnement et pouvoir déterminer quelle a été l'efficacité de l'utilisation de différents exemples, donc ces évidences-là, quelle en a été cette efficacité, et à la fin, est-ce que vous êtes convaincu ou pas? Est-ce que la personne qui défend ces idées-là a bien argumenté ou pas? Et ceci permet vraiment de développer cette capacité d'aller et de pousser en profondeur, comme on l'a expliqué dans la définition de la pensée évaluative. Et le quatrième exemple que je partage, c'est l'activité du scenario analysis, donc pouvoir s'imaginer dans une situation qui n'existe pas pour pouvoir vraiment trouver de meilleures solutions. Donc, je pense que c'est la fin vraiment de ce que j'avais à présenter. Et sur ce, j'aimerais bien ouvrir des questions. Donc, pourquoi cela est-il important? C'est très important de ramener les jeunes à pouvoir prendre des décisions et ils doivent être capacités à les faire. Cela développe une capacité, une culture de pensée évaluative qui ne s'applique pas seulement dans le cadre de leur travail, mais dans le cadre de leur vie de tous les jours. Et ça crée une meilleure compréhension de l'évaluation au lieu d'avoir une peur de l'évaluation. Donc, souvent dans notre travail, j'entends plusieurs personnes parler de certaines organisations qui ont peur d'une évaluation. Mais si tout le monde arrive à comprendre la valeur de l'évaluation, on pourra diminuer cette peur. Et ça les amène aussi à être curieux et de considérer des carrières en évaluation. Donc, ce sont les différentes raisons pour lesquelles je pense que le travail que je fais par rapport au développement de capacités de pensée évaluative avec les jeunes est important. Et j'aimerais bien ouvrir les questions. Donc, je pense qu'on peut avoir 15 minutes pour des questions. Si vous avez une question, je vérifie la chat box. Sinon, si vous avez une question, vous pouvez unmute le micro et vous pouvez poser. J'aimerais bien vous remercier pour votre attention et pour tous ceux qui ont rejoint la présentation au cours de la session. Merci. Rudy, je peux poser une question ou dire quelque chose? Oui, oui, merci. Okay, merci. C'est Yann Hopwood. Je voulais juste d'abord, merci pour une très belle présentation.
Je dirais trois choses qui sont déjà implicites à ce qu'a dit Rudy, mais je voudrais les rendre explicites. La première chose, certains de ces jeunes acquièrent des compétences et possèdent des compétences pour vraiment jouer un rôle d'évaluateur dans un exercice d'évaluation. Donc, pas simplement pensée évaluative au niveau de l'école. Et certains de ces jeunes ont participé avec Save the Children dans une étude sur l'hygiène, les comportements en matière d'hygiène des jeunes, en tant que chercheurs ou évaluateurs. Et je pense que c'était bon pour ces jeunes de pouvoir le faire. Et c'était bon aussi pour Save the Children et pour UNICEF pour avoir cet apport et cette contribution. Donc, j'attire l'attention sur le fait, pour tous ceux qui écoutent, que les jeunes sont capables, avec un certain encadrement, pour devenir pas simplement des porteurs d'une pensée évaluative, mais d'être des évaluateurs, n'est-ce pas, en gerbe. Donc, ça, c'est la première chose. Deuxième chose, ces mêmes jeunes peuvent être des personnes ressources très intéressantes pour les formations que Rugi a soulevées, a évoquées avec Suzanne Igras et Monica Ruiz Casares. Ces élèves, ces adolescents sont venus pour expliquer eux-mêmes comment ils ont vécu cette expérience, qu'est-ce qu'ils ont tiré, etc., de cette expérience. Donc, ils peuvent être des personnes ressources pour animer, aider à animer, alimenter la formation. Et la troisième chose, je dirais, et ça, peut-être, on ne peut pas tout épuiser dans une seule session, mais nous avons toujours la question, la possibilité de porter à l'échelle. Est-ce que, vu l'expérience que Rugi a menée avec un certain nombre de résultats, n'est-ce pas, depuis plusieurs années, est-ce que dans les écoles, les lycées à Dakar ou ailleurs, qui n'ont pas peut-être tous les mêmes avantages et les mêmes possibilités de SABS, mais quelles sont des leçons à tirer pour essayer dans les autres établissements de promouvoir un peu cette démarche? Pas exactement de la même manière, mais avec une certaine adaptation. Et cette question de passage à l'échelle, et peut-être ça sera le sujet pour un autre webinaire ou une autre activité de plutôt décortiquer avec d'autres responsables, comme c'est dit ici, n'est-ce pas, du Collège de matière à Tiaroy, etc., qui s'intéressent à ces mêmes questions. Donc, et félicitations encore pour un travail très, très intéressant. Et nous avons des gens internationaux. Nous avons même le professeur Archibald qui suit. Donc, je dis tout ce que j'ai à dire. Félicitations à tout le monde. Merci. Merci. Merci, Monsieur Yann, pour ces 3 points très importants. Si vous avez des questions. Oui, merci. Ibrahim Abba, je voulais... Oui. Oui, je disais que d'abord, félicitations pour la présentation, elle était très intéressante. Je pense que la réflexion doit être approfondie sur la... Je n'entends plus. Oui, mais qu'est-ce qui se passe? On ne t'entend plus. Allô? J'ai eu des problèmes de connexion. Je vais envoyer Ok. mes questions par écrit, je pense que ce sera mieux, pour éviter des problèmes. C'est juste c'est de la réflexion pour approfondir la mise en échelle. Je pense que Oui. Yann, je pense que c'est un point assez important parce que nous avons une opportunité de pouvoir le faire au niveau plus large. Maintenant, c'est de trouver comment dirais-je, les établissements qui peuvent être intéressés et de voir comment développer, ne serait-ce que dans cette zone, pour voir un peu en termes d'expériences différenciées, ce qu'on peut capitaliser si on fait sur des échelles et des zones géographiques différentes. Voilà, c'était un peu ma question. C'est beaucoup plus une contribution pour une réflexion, voir comment faire pour la mise en échelle. Je pense que c'est assez important et c'est important pour les jeunes dans la perspective effectivement d'un pays où on rentre un peu dans
le programme, avec la budget programme, je pense que c'est important que les gens apprennent à cet exercice-là pour mieux comprendre, mieux partager, mieux intérioriser l'évaluation au niveau des jeunes. Je pense que c'est important. Merci beaucoup. Je vois une question de Monsieur Djibrilo. Donc, la question est la pensée évaluative peut-elle avoir une influence sur l'auto-évaluation de l'apprenant? Et ma réponse sera oui. Je pense que ce développement d'une capacité de pensée évaluative qui amène vraiment la personne à se questionner beaucoup, à valoriser cette importance de chercher des preuves peut ramener la personne ou l'apprenant à se poser plusieurs questions par rapport à la manière dont l'enfant apprend même. Et à travers mon expérience, ce que je réalise, c'est que souvent, les élèves maîtrisent mieux la manière dont ils comprennent l'information et ça les permet de mieux poser des questions. Donc, en développant ces capacités-là, ça les permet de se comprendre mieux et de poser de meilleures questions. Du coup, je pense que ça encourage le processus d'auto-évaluation qui ramène à devenir plus performant individuellement. J'espère que j'ai répondu à la question. Merci, Monsieur Djibrilo. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires ou contributions surtout? Oui. Si je peux revenir, parce que les autres sont un peu timides, je pense aussi, ce qui est ressort de ta présentation, c'est le fait qu'il faut apprendre à travailler quand même avec des adolescents, des jeunes, n'est-ce pas? Si nous voulons les impliquer en tant que responsables, en tant qu'acteurs dans les études, dans les opérations, les actions de recherche ou d'évaluation, chacun de nous doit faire un effort pour maîtriser un certain nombre de techniques et un certain nombre de méthodes qui étaient déjà implicites dans la présentation, même explicites, mais parfois on ne se donne pas le temps et on veut que les adolescents se mettent à notre niveau, avec notre langage et notre espace et notre façon de faire et façon de voir. Je pense que la vraie tâche de l'évaluateur, c'est de se mettre à la place des autres et de trouver une manière à ce que chacun puisse s'exprimer sur des questions qui les concernent, n'est-ce pas? Et les jeunes, les adolescents, c'est déjà une partie de la population et leur parole est importante. Donc, c'est un rappel que nous devions redoubler nos efforts de formation. Nous avons déjà commencé avec Suzanne, avec Ruth, n'est-ce pas, pour vraiment équiper les chercheurs, les bureaucrates, les évaluateurs avec des outils, des instruments pour bien écouter des adolescents. Et parfois, pour bien écouter nos propres enfants, il faut le dire aussi. Merci, Ian. Donc, c'est une très importante contribution par rapport au travail qui se fait avec les adolescents. Il faut vraiment pouvoir les capaciter. Je pense que l'utilisation d'une approche Positive Youth Development, ça permet de valoriser ce que le jeune a apporté ou a contribué dans la société. Et sa pensée, je pense que c'est une des choses les plus importantes qu'une personne peut contribuer à la société. Et donc, pouvoir travailler avec les jeunes, les ramener vraiment à avoir la confiance en eux-mêmes, je pense que c'est un des indicateurs qui est le plus marquant, c'est la confiance qu'ils développent en développant ces compétences-là. Je remarque qu'il y a une question pour revenir sur la définition de la pensée évaluative. Je vais partager, je pense que je vais juste voilà, partager la définition. Donc, c'est une définition qui est adaptée. Je l'ai présentée, elle est adaptée par rapport aux différents chercheurs, aux différentes personnes qui font beaucoup plus de réflexion sur la pensée évaluative. C'est un processus cognitif
mais plutôt axé sur cet aspect de processus qui est motivé par une certaine curiosité et une valeur dans les évidences ou dans les preuves, si on peut le dire comme ça en français. Ceci est basé sur 4 principes assez importants, dont l'identification de suppositions, poser des questions qui sont bien réfléchies, la poursuite d'une compréhension en profondeur à travers la réflexion, mais aussi à travers cette prise de différentes perspectives. Donc, comment comprendre une problématique de différents points de vue. Et pour tout ça, pour amener la personne à prendre de meilleures décisions. Donc, cela est un peu ce qui résume la pensée évaluative. Et ce qui est du lien entre la pensée évaluative et les programmes qu'on met en et le programme qu'on met en œuvre au niveau de l'école bilingue. C'est en fait toutes ces activités-là qui sont réunies pour les cours que j'ai cités. C'est un programme sur 2 ans. C'est ces activités-là en fait qui permettent de développer la pensée évaluative. Donc, ce n'est pas un cours sur la pensée évaluative, mais c'est à travers ces activités-là que les élèves se ramènent vraiment à développer ces capacités et de pouvoir les mettre en œuvre, comme M. Ian Hopwood a expliqué plus tôt. J'ai eu des élèves qui ont participé en tant que chercheurs, en tant qu'évaluateurs dans des projets de Save the Children et l'UNICEF. Merci. Et Rugi, si vous me permettez, c'est Tom. Merci, Tom. Merci, je vais être bref. D'abord, je voulais te remercier et te féliciter pour une très belle présentation. Malheureusement, j'ai accusé aussi un retard à cause d'être empêché dans une autre réunion, mais j'ai capté la plupart et c'était très clair et très intéressant. Si je peux juste ajouter quelque chose sur la définition qui est oui, bien sûr. en ce moment. Comme j'ai eu à participer à l'élaboration de cette définition, je suis aussi très sensible de ces limites. Parce que depuis que mon collègue Jane et moi avons proposé ça en 2012, on a eu plusieurs autres idées. Par exemple, j'aime le fait que tu as parlé de raisonnement dans les activités concrètes. Parce que une fois, Tom Schwant, le philosophe de l'évaluation, nous a dit est-ce que c'est vraiment la pensée évaluative dont il faut parler ou c'est le raisonnement évaluatif? Parce que pour lui, raisonnement fait une autre distinction pour distinguer entre la pensée évaluative et la pensée critique en mettant les valeurs au sein de la conversation. Et je pense que tes activités concrètes ont toujours les valeurs au centre de la question. Par exemple, quand il s'agit de racisme environnemental, ainsi de suite. Donc, je pense que tu es en train de très bien faire avec ça. Et aussi, un collègue en France, Thomas Delahaye, a traduit cette définition en français. Et lui, au lieu de parler de pensée évaluative, il a parlé d'une posture évaluative. Et j'ai aussi aimé ça parce que ça fait en sorte que ce n'est pas seulement quelque chose de cognitif, mais c'est dans l'esprit de l'individu. Et le troisième point, que ensuite Tom Schwant nous a encore critiqué, et c'est le bienvenu, il a dit que cette définition risque d'être un peu trop individualistique. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui peut se passer dans la tête d'un individu. Comme vraiment, il faut voir la pensée évaluative ou le raisonnement évaluatif comme un processus social. Donc, j'ai beaucoup apprécié le fait que toutes tes activités avec les adolescents sont sociales, sont en groupe, ensemble. Et aussi, ça met le jeune en relation avec sa communauté, quelle que soit la définition de communauté. Donc, malgré le fait que tu as dû baser ton travail sur notre définition qui a plein de fautes, je pense que tu as poussé la réflexion vers l'avant, vers l'avenir de ce concept. Et pour ça, je te félicite vraiment. Donc, merci. Merci beaucoup et merci pour ces clarifications. J'en prends compte et je pense que c'est toujours en phase avec l'objectif, vraiment. Merci encore. Donc, je vois une question.
Juste pour dire, Oui. il y a des documents rédigés par Thomas Archibald et d'autres. Peut-être on peut après essayer de les partager avec les Oui. participants à cet atelier, parce qu'il y a des articles très intéressants, pour la plupart Oui. en anglais, mais il y en a en français aussi. Et je pense que ce sera intéressant de pouvoir partager. On va s'organiser pour ça. Merci beaucoup. Oui, on pourra essayer de rassembler différents articles et informations pour partager. Je lis juste, je pense que je vois 3 questions. Donc, une question de Madame Yaefa Gaifal, une question de Monsieur Gafou Diop et Abdelaziz. Donc, pour la première question, comment les adolescents utilisent les résultats de leur évaluation. Donc, cela dépend de l'activité. La plupart des activités qui sont réalisées en termes du cours, c'est plutôt l'objectif, c'est de développer certaines capacités. Ça fait partie de l'apprentissage. Après, au niveau de la 3e année, de la 2e année, je veux dire, les élèves peuvent faire un travail de recherche eux-mêmes où ils peuvent utiliser l'évaluation en tant que méthode de recherche. L'année dernière, j'ai eu des élèves qui ont fait des évaluations pour avoir une meilleure compréhension. Un exemple que je peux citer, avoir une meilleure compréhension de l'effet du cadre scolaire dans le bien-être de l'enfant et sa performance académique. Donc, cette évaluation qui a été faite, l'élève qui a poursuivi cette étude-là a développé des questionnaires et fait des entretiens avec des élèves pour avoir une meilleure compréhension entre le cadre scolaire, donc ce qui est les relations avec les enseignants et l'environnement de l'école, aussi bien avec leur bien-être personnel, donc comment ils se sentent, et leur performance académique. Donc, elle a rejoint à cela leur note scolaire. Donc, elle a pu faire une étude, une évaluation qui, avec les résultats, a pu servir l'école aussi, mais lui servir elle-même parce qu'elle avait une question qui l'intéressait et elle a pu la réaliser. Donc, ça, c'est un des exemples. Chaque élève qui arrive en 2e année de ce programme-là fait un travail de recherche ou d'évaluation indépendant. Donc, ils arrivent vraiment à mettre en œuvre les compétences qu'ils apprennent. Pour la 2e question, donc, est-il difficile de travailler avec des adolescents? Quels peuvent être les obstacles et les points positifs qui peuvent être aussi des expériences dans d'autres cas? Je dirais dans mon cas ou dans mon expérience en tant qu'enseignante, je travaille avec des adolescents. Je pense que c'est un cas assez spécifique pour toute personne qui est enseignante au lycée. Donc, c'est un choix, je dirais. Il y a certaines difficultés ou des obstacles qu'on peut avoir et c'est surtout à ramener les jeunes à pouvoir partager leurs idées. Au début de l'année, cela est un peu difficile parce que je trouve qu'ils sont souvent pour ne pas... Ils peuvent être parfois formatés de chercher à vouloir plaire l'enseignant, à vouloir dire à l'adulte ce qu'il pense que l'adulte veut entendre. Et cela n'est pas ce qui est cherché. Ce qui est cherché, c'est de vraiment ramener l'enfant à pouvoir défendre ses propres idées, même si cela va contre les idées populaires du groupe. Donc souvent, les jeunes, ils veulent penser de la même manière ou avoir les mêmes idées. Mais dans mon cours, j'encourage beaucoup les élèves à défendre leurs propres idées par rapport à ce qu'ils croient, par rapport aux évidences qu'ils arrivent à recueillir. Donc, avoir juste une pensée qui va en dehors de la norme n'est pas assez. Il faut pouvoir défendre ces idées-là. Je pense que c'est un des plus grands obstacles. Une fois que l'enfant comprend que c'est sa voix, son raisonnement qui est le plus important, il est beaucoup plus à l'aise avec les activités. Donc, ce n'est pas de faire ressortir l'information, c'est vraiment de les pousser à parler, à défendre leurs idées. J'espère que cela répond à cette question. Et pour la 3e question de M. Abdelaziz Khan,
si je comprends, une expérience pourrait être initiée en termes de regard croisé sur les travaux réalisés par un autre jeune évaluateur, Seydi Ibrahim Ali, sur l'approche la plus appropriée pour susciter l'intérêt sur l'apprentissage à l'évaluation. Oui, je serais vraiment ouverte à ça. Je pense que les jeunes s'intéressent beaucoup au travail de recherche qu'ils font et du coup peuvent s'intéresser beaucoup au travail de l'évaluation qui les amène vraiment à ramener leur voix dans ce qui se passe autour d'eux. Donc, moi, je serais très ouverte à cela. Et la dernière question que je vois, c'est M. Baldé. Je pense que la vulgarisation de cet outil d'apprentissage changera le fait que l'élève soit juste réduit au simple rôle de récepteur de connaissances. Merci, M. Baldé, pour cette réflexion. C'est exactement ça. Donc, ce travail-là pousse vraiment l'enfant à devenir acteur dans sa communauté, de s'affirmer soi-même et de pouvoir ramener un impact réel, que ce soit à petite ou à grande échelle, autour de lui. Donc, individuellement et en groupe, je pense que c'est très important pour ramener ces jeunes-là plus tard à être des meilleurs preneurs de décisions dans leur vie et pour ce qui va affecter les personnes autour d'elles. Je pense qu'on est juste au temps. S'il y a des questions ou des commentaires supplémentaires, on pourrait les prendre maintenant. Sinon, il est 17h06. Et je sais qu'il y a d'autres sessions peut-être prévues pour la semaine de l'évaluation. Je pense qu'il faut terminer par féliciter aussi Rugi parce que le travail qu'elle a fait pour notre groupe thématique évaluation enfants-jeunesse, c'est un travail qui nous a vraiment beaucoup stimulé et nous a montré beaucoup de perspectives, n'est-ce pas? Donc, merci. Et Rugi aussi, elle est très modeste parce qu'elle a beaucoup appuyé d'autres activités de notre groupe thématique en tant que co-coordonnatrice. Et je pense qu'elle est sous la voie sortante de ce rôle, mais néanmoins, on est très reconnaissant de tout ce qu'elle a pu contribuer et on espère garder le contact, tirer sur ses très bonnes compétences et sa grande motivation et aussi sa jeunesse aussi parce qu'elle a assisté à certains panels et certaines activités que nous avons menées au niveau du Conseil économique et social, au niveau de l'UNICEF sur les ODD où Rugi a été panéliste et elle a partagé un certain nombre d'idées basées sur son expérience et sur son propre vécu également pour montrer que la voix des jeunes femmes est vraiment très importante dans la conduite de nos activités et dans la conduite de toutes les activités nationales. Donc voilà, merci et merci Rugi. C'est vraiment très encourageant et on vous félicite. On vous souhaite bonne continuation. On attend voir le livre maintenant, le livre de cette expérience ou le film. Merci. Oui, félicitations pour la pertinente présentation. Bon, avant de se quitter, j'aimerais partager avec les participants la fiche d'évaluation de l'activité, si vous me permettez. Donc, merci Lamine. Vous pouvez partager la fiche d'évaluation, ça va être le lien? OK, parfait. Donc, j'aimerais prendre cette opportunité pour remercier toutes les personnes qui ont pu participer aujourd'hui pour vos questions, vos commentaires et vos contributions et votre présence bien même. Je remercie encore l'initiative de la semaine globale et locale de l'évaluation qui se passe tout autour du monde. Je remercie aussi le Sénéval dans sa totalité pour l'opportunité de partager toujours ce que je fais avec mes élèves et en tant qu'évaluatrice émergente. Donc, merci encore à vous et bonne fin de soirée. Merci Rugia de ta très belle présentation et de ta grande contribution pour cette pensée évaluative.
Je pense que Sénégal en est fier. Je pense que vous avez donné aussi d'autres opportunités de présenter cet outil qui est très important. Et je pense que, comme l'a suggéré Yann, une réflexion doit être faite pour la mise en échelle de ce projet-là. Je pense que c'est important pour nos adolescents. Ça a été une fierté, un partage très intéressant avec une très belle présentation. Je pense au nom de Sénégal aussi, nous vous remercions de ta disponibilité, de vouloir partager cette expérience assez intéressante, assez innovante, je dirais, au Sénégal, pour permettre à nos jeunes de s'impliquer dans l'évaluation. Je vous remercie. Le formulaire d'évaluation doit avoir très satisfait aussi. On a satisfait, c'est un peu Oui, faible. Hein? Où est le très satisfait? C'est sûr, c'est sûr. Ça mérite une très grande satisfaction. Je prends acte. C'est bien noté. OK, c'est fini, hein? Donc, au revoir tout le monde. C'est Yann Hopwood de Paris et on se verra dans les prochaines sessions. Ah, voilà le résultat. Mais il faut que vous changiez d'adresse là, Yann. Voilà. OK. Très bien. Merci. Donc, merci encore. Pour ceux qui veulent me poser une question par email, j'ai mis mon adresse email. Donc, c'est rugi, RUGIKANE, @gmail.com. Si vous avez des questions, vous le mentionnez dans le... Oui.